Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La fin de 9 mois de cavale pour le narcotrafiquant le plus recherché de France, Mohamed Amra. Le fugitif de 30 ans a été arrêté à Bucarest, en Roumanie, le samedi 22 février et remis à la France 4 jours plus tard. Il est désormais incarcéré et placé à l'isolement dans la prison ultra sécurisée de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Celui qu'on surnomme la Mouche s'était évadé le 14 mai 2024 dans l'Eure lors d'un transfert du tribunal de Rouen jusqu'à la prison d'Évreux. Un commando armé avait attaqué son fourgon au niveau d'un péage. 2 agents pénitentiaires avaient été tués. Alors comment les enquêteurs ont-ils retrouvé la trace de Mohamed Amra? Où était-il caché ces derniers mois? Que faisait-il en Roumanie avant d'être arrêté? On vous retrace cette fin de fuite avec Jean-Michel Descugis du service police-justice du Parisien et Vincent Mongaillard, envoyé spécial du Parisien. Il a passé plusieurs jours à Bucarest. Vincent Mongaillard, le dimanche 23 février, au lendemain de l'interpellation de Mohamed Amra en Roumanie, le fugitif est conduit au palais de justice dans la capitale roumaine, Bucarest, pour être présenté à un magistrat. Quelle est l'ambiance lorsqu'il arrive sous escorte policière ? Alors l'ambiance, elle est à la fois glaciale parce qu'il fait moins 5 degrés à Bucarest. Il y a énormément de neige sur les trottoirs, dans les rues. Et l'ambiance, elle est aussi électrique parce que Mohamed Amra, escorté par 2 vannes, vient d'arriver dans un fourgon de police, la Poliția, comme on dit en Roumanie. Il y a une douzaine de policiers des forces spéciales qui sont armés jusqu'aux dents, casqués ou encagoulés. Soudain, Mohamed Amra sort du fourgon et voit une nuée de caméramens et de photographes et soudain leur adresse un sourire qui est à la fois provocateur, narquois, arrogant. On a même l'impression que c'est un sourire de psychopathe. Il est venu pour une audience au palais de justice. Il en ressort 1 heure plus tard et là, un journaliste roumain lui demande « Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Roumanie ?» et il répond « Vacances ». Vous avez parlé de son attitude, à quoi est-ce qu'il ressemble cette fois-ci ? Il porte une épaisse parka Ralph Lauren et un pantalon cargo beige. On voit aussi qu'il a des baskets dont on a enlevé les lacets, sans doute pour le protéger, notamment d'une tentative de suicide. Mais ce qui l'on voit d'abord, ce sont ses cheveux qui ont été colorés en roux, un roux très flashy. Ça, c'est pas du tout le même physique que l'on a vu à travers le portrait robot qui avait été diffusé par Interpol. On va raconter dans cet épisode comment la police française a fini par retrouver sa trace après 9 mois de cavale. On avait déjà consacré plusieurs épisodes à ce criminel, donc on ne va pas revenir en détail sur son parcours. Mais en quelques mots, il a 30 ans, il est né à Rouen en Seine-Maritime, surnommé La Mouche. Il est tombé très jeune dans la délinquance, puis le narcotrafic et le grand banditisme. Et Jean-Michel Descugis, il a continué à gérer ses activités et même à prendre de l'envergure en prison, c'est ça ? Oui, comme la plupart des caïds d'aujourd'hui, la prison est le meilleur endroit, en fait, pour gérer ses affaires et commanditer des règlements de compte. Elle a même gravi les échelons de la criminalité organisée depuis la prison, où il est beaucoup plus facile de gérer ses affaires parce que, évidemment, on n'est pas à la merci de rivaux. Et Dieu sait que Amra a des rivaux puisque sa grande spécialité, c'était le carottage, c'est-à-dire le vol de marchandises, de drogue, de livraison à ses partenaires. Et ces activités, depuis sa cellule, elles n'inquiétaient pas tant que ça les autorités ? Disons qu'il est passé sous les radars, malgré les nombreux signaux. Pendant sa détention, les policiers avaient sonorisé sa cellule et donc écouté 24 heures sur 24 ce qu'il racontait. Et c'était assez effarant puisque on sait aujourd'hui qu'il a commandité un meurtre depuis la prison à Marseille. Puis il y avait des signaux. Les dernières semaines avant son évasion, on avait retrouvé des drones à côté de sa cellule. On avait retrouvé un téléphone portable et un accessoire 2 jours avant. Les barreaux de ses fenêtres étaient scellés.
Le 14 mai 2024, il est extrait de sa cellule de la maison d'arrêt d'Évreux pour être entendu à Rouen par un juge d'instruction dans le cadre d'une affaire de meurtre qu'il est soupçonné d'avoir commandité. Et lorsqu'il est reconduit à la prison d'Évreux, le fourgon qui le transporte est pris en embuscade sur l'autoroute A13 au niveau du péage d'Incarville dans l'Eure. Rappelez-nous le déroulé des faits. À 10h50, on voit une Peugeot 5008 arriver au péage d'Incarville, forcer le barrage et se mettre sur la côté, sur une aire de repos. À 11h, le fourgon et une voiture de surveillant arrivent au péage, gyrophare allumé. Et là, la fameuse 5008 qui était sur l'aire de repos, eh bien, rentre dans le fourgon. Et derrière, une BMW va bloquer la voiture escorte. Des hommes vont sortir armés et cagoulés avec des fusils de guerre et vont tirer sans sommation sur les surveillants, dont 2 seront tués et 3 autres grièvement blessés. Et donc Mohamed Amra disparaît dans la nature. Qui est chargé de l'enquête? À partir de là, quels moyens sont déployés? C'est l'OCLO, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée, qui va être saisi, service d'élite, un service phare de la police judiciaire française, qui est composé d'une centaine d'hommes. Pendant 9 mois, ils vont enquêter sur l'évasion d'Amra, 24 heures sur 24, avec des relais. Ça va être des investigations techniques très très poussées, énormément de lignes téléphoniques écoutées, on nous parle de plusieurs centaines, et puis beaucoup de surveillance physique dans les quartiers, dans les cités, pour loger, comme on dit dans le terme policier, c'est-à-dire localiser la plupart des gens qui ont participé soit à l'évasion directement, soit ont apporté leur soutien logistique à la fuite et à l'évasion d'Amra. Les semaines passent et les enquêteurs ne retrouvent toujours pas la trace de Mohamed Amra. Et il y a de folles rumeurs qui circulent à son sujet au fil du temps. Lesquelles? Des rumeurs qui sont surtout véhiculées par des journalistes spécialisés qui pensent qu'on l'a sorti de prison pour le supprimer. Il y a la rumeur qui court que immédiatement après son évasion, on l'aurait entre guillemets fumé et qu'on aurait brûlé son corps dans un lieu-dit. Jean-Michel Descugis, pendant l'enquête, les policiers cherchent à reconstituer les différents réseaux criminels en lien avec Mohamed Amra et qui auraient pu être impliqués dans cette évasion. Et ils tombent sur une mystérieuse organisation, la BMF. De quoi s'agit-il? La Black Mandjak Family, qui est une organisation criminelle clanique qui emprunte son nom au Mandjak, qui est un peuple de la Guinée-Bissau, dont sont originaires la plupart des membres du commando qui ont fait évader Amra. C'est un gang de gens qui ont des liens familiaux plus ou moins étroits, un gang ultra-violent qui fait dans le trafic de drogue. À la fois, ils auraient été dans le commando, mais aussi dans le soutien logistique sur l'évasion d'Amra. Alors, Amra n'appartient pas directement à la BMF, mais a travaillé avec elle. Enfin, en tout cas, les enquêteurs soupçonnent qu'il ait servi d'intermédiaire pour le trafic de stupéfiants pour ce gang. On en vient aux événements les plus récents. Cette année, le jeudi 20 février, les enquêteurs français signalent aux autorités roumaines que Mohamed Amra est sur leur sol. Alors qu'est-ce qui leur a permis de retrouver sa trace? La téléphonie. Depuis le début de l'enquête, il y a un très gros travail d'investigation technique, et notamment autour de la téléphonie. Au tout début de l'enquête, les enquêteurs ont réussi à identifier 2 portables, qui étaient les portables de ceux qui ont donné le go dans le café Les Initiés, qui est en face du tribunal de Rouen, d'où est parti le convoi pénitentiaire dans lequel était Amra. Ils ont aussi travaillé sur le téléphone portable d'Amra qui avait été saisi en cellule 2 jours avant son évasion. 2 des portables étaient reliés à des serveurs informatiques et à des boîtes mail. C'est comme ça qu'ils ont commencé leurs investigations autour de la téléphonie. Et au moment où Mohamed Amra va sortir de sa planque, qui est, on pense, situé en Normandie, qui va décider de partir en Roumanie, et bien là, les policiers vont se rendre compte qu'il y a une carte SIM qui est activée, qu'ils connaissent. Ils sont convaincus, en tout cas, que c'est une carte SIM qui est dans l'environnement très proche de l'Amra. Et donc, ils vont croire en cette piste,
et ils vont la suivre, et il va se révéler que c'était bien Mohamed Amra qui utilisait cette carte SIM. Et ils sont confortés par le fait qu'il y a aussi des personnes placées sur écoute qui semblent parler de Mohamed Amra au présent, c'est ça? Les semaines qui ont précédé son identification, les policiers étaient persuadés qu'effectivement, il était vivant parce qu'il y avait des petites conversations comme ça qui faisaient qu'on parlait d'Amra au présent. Vincent Montgaillard, quand ce signalement est effectué le jeudi 20 février, est-ce qu'on sait depuis combien de temps il est en Roumanie? On sait qu'il est à Bucarest depuis le 8 février. Les autorités roumaines pensent qu'il est arrivé sur le territoire roumain 1 ou 2 jours plus tôt, très probablement en voiture. On sait que pour arriver jusqu'à Bucarest, il a utilisé 2 voitures. Une fois entré sur le territoire roumain, il a changé de véhicule. Est-ce qu'il arrive à Bucarest accompagné d'un ou plusieurs complices? D'après les autorités roumaines, il a eu 2 complices, un complice français et un complice de nationalité albanaise. Le complice albanais est celui qui a loué un appartement pour 6 mois. Il a payé 3 mois d'avance de location en cash, 5 000 €. Ces 2 complices, en fait, font partie du même groupe mafieux, comme disent les autorités roumaines, que Mohamed Amra. Ils sont eux aussi impliqués dans le trafic de stupéfiants. À partir du moment où les autorités roumaines reçoivent ce signalement de la France, le jeudi 20 février, comment est-ce qu'elles font pour traquer et retrouver Mohamed Amra à Bucarest? Alors il va y avoir une très très grande coopération entre les polices françaises et roumaines. D'après les Roumains, ce sont les Français qui ont donné une information très importante concernant les véhicules. Et en moins de 48 heures, les autorités roumaines vont réussir à identifier Amra. Vincent Montgaillard, vous avez pu vous rendre dans le quartier de la planque de Mohamed Amra, celle où il a passé plusieurs semaines. Décrivez-nous les lieux. Alors on est plutôt dans la banlieue chic de Bucarest, à quelques centaines de mètres de la capitale roumaine, sur la commune de Voluntari. On est dans ce qu'on appelle en Roumanie un complexe résidentiel de haut standing, tout neuf, de plusieurs immeubles avec des dizaines d'appartements. Alors moi, ce qui me saute d'abord aux yeux, ce sont les voitures de luxe sur le parking. Je vois une Porsche, une Jaguar, une Lamborghini. On est dans un monde quand même très bling-bling, hein, où les apparences comptent beaucoup. C'est pas le lieu où l'on peut montrer toute sa discrétion quand on est un fugitif. Et vous avez pu, Vincent Montgaillard, passer une nuit dans cette résidence, donc dans un appartement semblable à celui dans lequel Mohamed Amra s'est caché pendant plusieurs semaines. À quoi ça ressemble? Alors d'abord, c'est très très simple de pouvoir passer une nuit dans ce complexe résidentiel. Il suffit d'aller sur les célèbres plateformes de location touristique. Nous, on a pu y passer une nuit dans un petit studio pour 70 €. À ce prix-là, vous avez un logement tout neuf avec du parquet, avec une baignoire dont la robinetterie est aussi assez bling-bling, très dorée. C'est très confortable. On a aussi un grand balcon. Tout est neuf. C'est pas très très cher quand on a un budget français. Mais ça montre bien que c'est très très facile de pouvoir y venir passer une nuit. Et dans cette résidence sécurisée, personne ne se doutait de rien? Non, pas du tout. On est allé au 6e étage où se trouvait sa planque. On a interrogé tous les voisins, mais à chaque fois qu'on a montré le portrait robot d'Amra, les gens nous disaient qu'ils n'avaient jamais vu cet individu. Donc, visiblement, il était extrêmement discret. Et c'est possible, en fait, de passer inaperçu parce que quand vous arrivez par les garages souterrains, mais vous n'avez pas besoin de passer par l'extérieur. Donc, il est très possible d'être discret, de ne pas se montrer auprès des autres habitants. Jean-Michel Descugis, le samedi 22 février, les policiers roumains décident de passer à l'action en clair et d'interpeller Mohamed Amra. Pourquoi à ce moment-là? Mohamed Amra est aperçu sur la vidéosurveillance de la résidence. Les policiers surveillent ces vidéos.
La loi roumaine est beaucoup plus permissive que la loi française et il n'y a pas besoin de commission rogatoire pour scruter des vidéosurveillances. Mohamed Amra va être aperçu sur des vidéosurveillances, on va le voir prendre un taxi et là, la police roumaine va le suivre. Il n'est pas armé, c'est un endroit facile sur la voie publique et donc il en profite pour l'interpeller. Vincent Montgaillard, on va maintenant essayer de reconstituer le fil de cette interpellation. Tout commence donc le samedi 22 février. En début d'après-midi, Mohamed Amra quitte sa résidence. Où est-ce qu'il va ? Alors, il quitte sa résidence après avoir commandé un VTC pour se rendre non loin de là, à 2,5 km très précisément, chez le Barbershop, un salon de coiffure pour hommes. Donc on reste un petit peu dans son périmètre où il se planque. Il suffit en fait de traverser le quartier où il y a la voie de chemin de fer et on arrive assez rapidement chez ce barbershop, pas très loin d'un très grand centre commercial. Là on est aux alentours de 15h30, qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Il sort du VTC, il monte les quelques marches qui conduisent au barbershop et au moment où il pousse la porte, il est interpellé par des policiers en civil qui le suivaient donc depuis la sortie de la résidence. On sait qu'il y avait à peu près là 8 policiers qui étaient mobilisés et 2 voitures qui suivaient en fait ces policiers. Il est arrêté de manière très calme. Il dit tout de suite Amra, oui je sais pourquoi vous m'arrêtez. Il n'y a pas du tout de violence. Il accepte de collaborer. Ce qui fait qu'en fait, dans le quartier, cette scène-là est passée totalement inaperçue. Nous, on a interrogé tous les résidents qui habitent au-dessus du salon de coiffure. On a frappé chez eux. Ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'ils n'ont rien vu, rien entendu. Ça passe inaperçu et pourtant, tout de suite, Mohamed Amra est photographié. Oui, parce que pour les policiers roumains, il y a une fierté à avoir arrêté celui que l'on considère en France comme l'ennemi public numéro 1. Donc immédiatement, devant le barbershop et son logo, va être effectué un cliché au téléphone du fugitif français. Et c'est là que l'on découvre stupéfait le nouveau visage de Mohamed Amra avec de grosses lunettes, qui étaient des lunettes évidemment de camouflage, et surtout cette teinture rousse. C'est quelqu'un qu'on reconnaît immédiatement. Vincent Montgaillard, vous êtes le seul journaliste à avoir interviewé le patron du barbershop dans lequel était sur le point de se rendre Mohamed Amra. Est-ce que c'était un client régulier ? Non, ce que nous dit Yonout, le patron, c'est que c'est la première fois qu'il venait dans son salon, qu'il n'a jamais fait sa teinture rousse. Lui, pour lui, c'est quelque chose que l'on fait, comme il me dit, dans les salons de coiffure pour femmes, et que c'est absolument pas une mode chez les hommes de se teindre en roux. Il nous confirme qu'au moment de l'arrestation, à l'intérieur du salon, il y avait 3 employés et 2 clients, que ça s'est très bien passé. Ce n'est que quelques heures plus tard, en regardant les nouvelles, comme ils disent à la télévision, qu'ils se sont aperçus que c'était un dangereux criminel. Et là, ça leur a un peu fait froid dans le dos, parce que de savoir qu'ils auraient pu coiffer l'ennemi public numéro 1 français, effectivement, c'est quelque chose de très angoissant pour eux. Mohamed Amra est placé en garde à vue et auditionné par des enquêteurs roumains. Qu'est-ce qu'il déclare pendant sa garde à vue ? Alors, il ne collabore pas beaucoup avec la police roumaine. Il dit quand même une chose, c'est qu'il est venu en Roumanie pour faire des opérations de chirurgie esthétique. Avant, dit-il, d'essayer de pouvoir s'envoler et se planquer en Colombie. Mais tout ça, ce sont des déclarations. Les policiers roumains n'ont identifié aucun rendez-vous dans une clinique de chirurgie esthétique. On sait que la Roumanie, c'est une terre assez connue quand vous voulez faire des opérations de chirurgie esthétique. Mais aucun rendez-vous n'a été pris. Donc, on n'a absolument pas la certitude que c'était bien son projet. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Changer son visage pour pouvoir espérer s'envoler vers la Colombie. Pendant cette audition, il donne son accord pour être extradé vers la France. Lors de cette audition à la cour d'appel de Bucarest, il accepte d'être remis aux autorités françaises parce que, dit-il, il veut prouver son innocence et qu'il n'a rien à voir dans cette affaire d'évasion. Au
même moment, l'appartement dans lequel se cachait Mohamed Amra est perquisitionné. Que retrouvent les enquêteurs sur place ? A priori, les enquêteurs n'ont pas retrouvé d'armes. Alors, on y retrouve une ribambelle de cartes SIM et de téléphones portables. On trouve aussi de l'argent liquide et des faux papiers d'identité. Il faut savoir aussi que quand on a interpellé Amra, il avait de l'argent roumain dans ses poches et il avait aussi des faux papier d'identité avec une identité française. Ce qu'on retrouve aussi dans sa planque, c'est de la nourriture en grande quantité. Visiblement, il y avait des provisions pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, il était parti quand même pour rester longtemps en Roumanie. Jean-Michel Descugis, dans les heures qui suivent cette interpellation et jusqu'au lundi 24 février au petit matin, une trentaine de personnes au total sont arrêtées en France et à l'étranger dans le cadre d'opérations coordonnées, des coups de filet comme on dit. Et parmi ces personnes, il y a un homme qui aurait joué un rôle très important dans l'évasion de Mohamed Amra. Qui est-il ? Oui, un certain Jean-Charles P. qui est un des rouages de l'organisation de l'évasion d'Amra. Cet homme est un proche d'Amra, il est même considéré comme son mentor. C'est quelqu'un qui est en prison depuis 2022. Curieusement, il est en prison parce que lui aussi s'est évadé et il a été interpellé en Espagne. Donc c'est quelqu'un qui est en prison à Rouen au moment de l'évasion d'Amra. Et les enquêteurs se posent la question de savoir s'il n'a pas recruté lui-même des gens du commando, de la logistique, un peu orchestré cette évasion et la fuite de Mohamed Amra, en sachant qu'il est, lui, dans le trafic de stupes et que Amra travaille avec lui et serait un peu l'intermédiaire entre la BMF et les importateurs de drogue. Parmi les autres personnes interrogées, interpellées pendant cette vague d'arrestations, qui est-ce qu'on retrouve ? Alors il y a énormément de proches de Mohamed Amra qui sont originaires de la région Normandie, du Havre à Évreux. Beaucoup font partie de cette fameuse BMF dont parlait tout à l'heure. La procureure de Paris l'a confirmé. Une grande partie du commando a été interpellée. Possiblement le tireur, mais c'est encore, il faut que l'enquête puisse confirmer. Puis il y a aussi les deux personnes qui ont donné le go, qui étaient dans le café des initiés qui se trouve devant le tribunal du judiciaire de Rouen, d'où est parti le convoi pénitentiaire. Les policiers sont remontés à eux, entre autres, parce qu'ils ont saisi très vite des bouteilles de jus de fruits qu'ils avaient consommées dans ce café au moment où ils attendaient le départ du fourgon pénitentiaire. Il y a des gens qui étaient aussi en prison et qui ont organisé la logistique de fuite d'Amra, trouvé les voitures, et il y a des femmes. Il y a eu 7 femmes qui ont été interpellées. On ne sait pas quel rôle exact elles ont encore eu. Un rôle sans doute de soutien logistique, en tout cas pour certaines. Il y a une petite amie de Amra qui est actuellement en garde à vue. On sait qu'Amra, quand il était en détention, a bien rencontré plusieurs femmes, a même eu des relations sexuelles au parloir avec des femmes qui se faisaient passer pour sa sœur, qui rentraient avec la carte d'identité de sa sœur et qui étaient des fiancées, qui le manipulaient et qui l'ont beaucoup aidé. Toutes ces personnes, la plupart, vont être mis en examen et écroués. Le mardi 25 février, en fin d'après-midi, Mohamed Amra est escorté par la police roumaine à l'aéroport de Bucarest, où l'attendent des policiers français qui vont ensuite le ramener en France. Vincent Mongaillard, racontez-nous ce moment où il est à l'aéroport. C'est une scène assez surréaliste puisque Mohamed Amra va traverser le hall de l'aéroport, la zone publique. Donc vous avez des passagers qui vont prendre leur vol pour la France, pour l'Autriche. Et là, en fait, il y a une meute de caméras qui attend Amra à l'aéroport. Ça crée une sorte de cohue et il y a un journaliste français qui lui demande mais pourquoi 2 jours plus tôt il s'est mis à sourire lorsqu'il était au palais de justice. Et là, il répond on va quand même pas pleurer. Alors, il s'est presque soulagé avant-hier, souriant en tout cas. On va pleurer, non? C'est la fin de la cabale. Monsieur Amra, vous sentez responsable ou pas? Donc il continue à être dans le cynisme, la provocation. Il a
le même sourire. Et c'est à ce moment-là qu'il est remis aux autorités françaises et il monte à bord d'un Falcon de la République française pour atterrir 3 heures plus tard en région parisienne à l'aéroport de Villacoublay. Dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 février, Mohamed Amra est conduit au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne, un établissement habilité à recevoir des détenus particulièrement surveillés et dangereux. Il est placé à l'isolement. Jean-Michel Descugis, qu'est-ce qu'il doit se passer maintenant pour lui et pour la suite de l'enquête ? On sait que Mohamed Amra est déjà mis en examen dans 2 affaires criminelles, plus maintenant cette évasion. Il va être entendu très régulièrement. La question qui se pose et qui n'a pas été encore résolue ou en tout cas tranchée, c'est le fait que comment il va être interrogé, dans quelles conditions vont avoir lieu ces interrogatoires. Est-ce que on va favoriser la visioconférence ou est-ce que les juges vont se déplacer jusqu'au centre pénitentiaire ? En tout cas, les organisations syndicales pénitentiaires n'ont pas envie de risquer une nouvelle évasion, donc ils veulent éviter les transferts réguliers de la prison aux différents tribunaux. Donc voilà, ces conditions évidemment de détention vont être très draconiennes. Il n'aura que 2 heures de conversation téléphonique par semaine. Alors il a la douche et la télé, c'est une petite cellule de 10 mètres carrés. Évidemment, tous ces déplacements seront entravés. Il aura 1 heure de promenade le matin, 1 heure l'après-midi, toujours seul. Et il n'aura aucun contact physique avec d'autres détenus dans le quartier à l'isolement dans lequel il est, qui est un quartier à Condé-sur-Sarthe, à part des 3 autres bâtiments. Évidemment, maintenant, on a pris la mesure de la dangerosité du détenu Mohamed Amra, ce qui n'était évidemment pas le cas avant, puisqu'il n'était même pas un détenu classé comme particulièrement surveillé. Merci à Vincent Mongaillard et à Jean-Michel Descugis. Et pour retrouver toutes les dernières infos concernant l'arrestation de Mohamed Amra et de ses complices, rendez-vous sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Clara Grouzis et Pénélope Gualquirotti. Réalisation Pierre Chaffanjon. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur la chaîne YouTube du Parisien, à laisser des pouces en l'air, des étoiles, des commentaires, c'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et chaque samedi, retrouvez notre podcast Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.